D'abord, il faut que je te dise que chaque fois qu'on me demande de remémorer cette période, je suis ému. Parce que devant mes yeux repassent tous mes camarades qui sont tombés. Je crois utile de te dire que 52 de mes camarades avec qui j'étais très lié ont été massacrés par la Gestapo après qu'ils étaient pris. Pour certains, on n'a jamais connu leur nom ni leur tombe. Tu comprends que je sois un petit peu ému chaque fois qu'on arrive à évoquer cette période. Et je suis arrivé donc à Lyon, j'avais 18 ans. Là, j'ai commencé donc ce qu'ils appellent la résistance, mais quelque chose d'exceptionnel, c'est que la guérilla urbaine, je viens de le dire d'ailleurs, n'avait rien de comparable, en rien, à la résistance, quelles que soient ses formes d'action. Pourtant, j'ai écrit à maintes reprises, tous ceux qui, peu ou prou, ont participé à une action pour nuire aux troupes d'occupation italiennes, aux troupes d'occupation allemandes, quelle que soit l'importance de l'action, méritent hommage et respect. Mais je n'ai rien connu de pareil, que ce soit au maquis dans le Limousin, lorsque j'étais au maquis dans le Limousin, lorsqu'on a mis les bombes à Saint-Raphaël, rien ne ressemblait à ce que j'ai pu connaître en Creuse. Rare le jour où nous ne faisions pas une opération contre les Allemands. Et lorsque je parle d'opérations, c'est des opérations militaires. Nous avons reçu des ordres du BCRA, c'est-à-dire du service de renseignement de De Gaulle, fin mars et début avril, que les Américains risquaient de débarquer, d'arrêter tous les hommes qui étaient en âge de porter les armes, et qu'ils risquaient de les massacrer, etc. Donc il fallait que tous les résistants en armes quittent Lyon. Et pratiquement à ce moment-là, toutes les organisations de résistance en armes ou pas en armes, l'armée secrète, etc., tous ceux qui dépendaient essentiellement de Gaulle, ont quitté Lyon. C'est-à-dire qu'à partir du début avril 1944, à Lyon, ne restait plus que les FTPF qui avaient refusé d'obéir à un père et leur ordre, considérant que c'était une lâcheté et que c'est la ville entre les mains des Allemands, et les FTP Mouilly. Le 15 mai 1944, il y a eu une trahison et pratiquement tout l'état-major de la zone sud des FTPF, les Français, ont été arrêtés et fusillés. Il y a eu quelques rescapés, mais donc de cette période-là jusqu'à la libération, dans Lyon, il n'y avait plus que les FTP Mouilly. Ocel, celui qu'on a vu à la télévision à maintes reprises, dans un livre, il écrit que lui qui était à Lyon n'a vraiment connu la résistance armée que dans les mois qui précédaient la libération. Dans les mois qui précédaient la libération, il n'y avait plus que les FTP Mouilly. Cela va peut-être te paraître à toi-même extraordinaire, mais les communistes ont commencé la résistance en 1936. Il y avait les brigades internationales. Et dans les brigades internationales, il y a 30 000 communistes qui sont morts dans les brigades internationales. Et lorsque les brigades internationales ont été renvoyées chez eux, et ils sont revenus en France, mais quelques années plus tard, le ministère de la Défense française leur a attribué la carte de combattant, ce qui signifie qu'ils ont été officiellement reconnus par les services de l'armée française comme soldats militaires qui se sont battus en Espagne. Donc, quand on dit qu'on a attendu l'invasion de l'Union soviétique, c'est une volonté de ne pas reconnaître la vérité. Les militants communistes dans le Nord ont commencé à faire des opérations, ils ont fait des déraillements, ils ont tué des Allemands. Début 40, c'est vrai que dans le Nord, comparativement à la Provence, ils étaient en avance pour une raison bien simple. En Provence, c'était la zone d'occupation qui avait été donnée aux Italiens. Donc on ne pouvait pas tuer d'Allemands, parce que les Italiens, jusqu'au débarquement du 6 juin,
ne sont pas intervenus en France. Il y avait des Italiens siégés dans l'hôtel, mais il n'y avait pas d'armée italienne ni rien. Nous recevions, ce qui va paraître peut-être un peu extraordinaire, nous ne recevions pas d'ordre émanant du commandement départemental. Nous recevions des conseils sur les actions qu'il fallait réaliser. Pour le débarquement du 6 juin, mon frère, qui était le commandant politique, a dit « il faut qu'on parte au maquis, parce que si on reste là et que si on se fait arrêter, ben, ceux qui obéissaient directement aux ordres de De Gaulle, ils vont dire « c'est bien fait pour le gueule ». Ils n'avaient que prendre le maquis comme nous avons reçu les ordres nous-mêmes. Et nous, le 6 juin, nous sommes montés au maquis, tous les Carmagnols libertés qui se battaient dans les rues de Villeurbanne. Nous avions déjà fait toute une série d'opérations à Villeurbanne importantes. À Grenoble, c'était le même commandement. Ils avaient mis une bombe où ils avaient foutu en l'air 170 Italiens. Ils n'étaient peut-être pas tous morts, mais ils étaient tous couchés sur la route. Je me suis occupé personnellement de faire mettre une plaque grosse comme la télévision rappelant cette action militaire, qui était une des grandes actions, peut-être la plus grande action militaire pratiquée de guérilla urbaine. J'ai fait venir le ministre des Anciens Combattants pour découvrir la plaque où nous rappelions cette opération. Parce que la campagne anti-migrés a toujours existé et il faut savoir que les pétainistes ne se gênaient pas pour dire d'abord la fameuse affiche rouge que peut-être tu connais, oui. Des résistants, non des assassins. Mon frère a réuni le commandement départemental en disant on a 5 camarades qui sont en Montluc, les Allemands vont pouvoir massacrer tant qu'ils veulent, il n'y a personne pour leur répondre, c'est une lâcheté de laisser Lyon entre les mains des Allemands, et on va renvoyer 2 groupes pour commencer. Pendant 16 jours, on a fait une opération tous les jours, et des jours on en a fait 2. Parmi les opérations réalisées, le premier Allemand qui a été abattu en France, à Lyon, mais en France, je dis bien, il a été abattu à Lyon, c'était un aviateur, et c'est moi qui l'ai abattu d'une rafale de mitraillette. Simone, qui était à mes côtés, et qui était mon garde du corps pour l'opération. Et on a abattu donc un Allemand. 2 jours après, on a attaqué une colonne d'Allemands qui revenait de l'entraînement du fort Montessuie, et là encore, on a fait une 30aine de morts. Les Allemands, qui baissaient toujours, avaient annoncé dans la presse, je dois avoir quelque part des extraits de presse, où ils annonçaient 10 morts. Mais on avait un copain ici qui s'occupait des renseignements, il est venu sur place, il a discuté avec les gens du quartier, et les gens du quartier lui ont dit « Oh, mais il y a eu au moins une 30aine de morts ou de blessés graves. » Et un de nos camarades de Carmagnole, qui se trouvait dans Lyon, immédiatement après l'opération, il nous a raconté qu'il a vu traverser Lyon un camion allemand, phare allumé, klaxon allumé, et que derrière il pissait le sang. Ça veut dire que nous avions fait quand même une sacrée opération. Tous ceux, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont fait de la résistance méritent hommage et respect. Mais ceux qui te disent « moi j'étais dans la résistance » et quand on leur demande ce qu'ils ont fait, j'ai fait du renseignement, excuse ma vulgarité, mais si effectivement tous ceux qui le disent avaient fait du renseignement, on devrait savoir combien de fois les Allemands ils sont allés au cabinet. Hein. Nous n'avons jamais été infiltrés, nous avons été arrêtés à plusieurs, pas moi, mais d'autres ont été arrêtés à plusieurs, mais nous n'avons jamais été infiltrés pour la simple raison que nous n'étions pas des va-t-en-guerre n'importe comment. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure que le commandement régional donnait des orientations aux différents groupes, et c'était eux, quand on disait il faut faire sauter des usines, parfois ils nous disaient à telle usine, et parfois ils ne nous disaient pas. Et les membres du groupe, en tournant dans Lyon, quand on voyait une usine, on la faisait sauter. Mon frère habitait juste en face de lui, il y avait l'usine Progil, le plus grand centre
de produits chimiques de Toulion. Et il en a parlé, et le 30 avril 1944, les FTP-MOI sont rentrés en même temps que les ouvriers dans l'usine. Ils ont fait sauter l'usine. L'usine a recommencé à fonctionner 4 mois plus tard, c'est-à-dire après la libération. Parce qu'ils avaient fait sauter des bidons de phosphore. Et le moindre coup de vent, le phosphore serait enflammé. Donc les pompiers ne pouvaient pas partir. Alors on a fait sauter Bronzalia, qui est une fabrique de moteurs d'avion. Elle n'a plus jamais recommencé à fabriquer quoi que ce soit, y compris après la libération. On a fait sauter des tas d'usines qui produisaient pour les Allemands et qui produisaient des choses essentielles. On a fait sauter, je ne me rappelle plus le nom, une usine qui fabriquait, Hispano-Suiza, qui fabriquait des moteurs d'avion pour les Allemands, où travaillait un bureau spécial où des officiels allemands et français, des chercheurs, travaillaient pour fabriquer des moteurs les plus rapides et les plus puissants possibles pour l'Allemagne. Lorsque les copains sont venus, entre autres, ils ont fait sauter 36 moteurs puissants qui étaient sur le pont d'embarquement qui devait partir pour l'Allemagne. Et ils ont fait sauter tout ce qui paraissait intéressant à l'usine.